Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. En 1870, le Second Empire livre une guerre contre la Prusse alliée aux autres États allemands. Ce sera sa dernière, car le régime de Napoléon III sera emporté par la défaite pour être remplacé par une république. Ce conflit, déclaré avec légèreté, est resté comme l'une des années les plus terribles de l'histoire de France. Une véritable débâcle, pour reprendre le terme d'Émile Zola. Bien qu'il s'éternise jusqu'au premier jour du mois de février 1871, son issue semble réglée dès les premiers jours de la campagne. Mieux, il aura suffi de 2 batailles à 2 jours d'intervalle pour briser définitivement l'armée impériale qui lui fera perdre toute chance de victoire. Ces heures dramatiques se sont déroulées en Alsace et c'est sur leur déroulement que nous allons revenir aujourd'hui avec Éric Labaille, docteur en histoire et spécialiste d'histoire militaire. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Alors une guerre, pourquoi ? Ça commence sous quel prétexte ? Parce que pour une guerre, il faut un casus belli. C'est un prétexte qui rappelle l'Ancien Régime. Le trône d'Espagne est vacant. On a eu une abdication de la reine et il faut la remplacer par une tête couronnée européenne. Européenne, et donc, vu le nombre de principautés États allemands, potentiellement... Il y avait un Hohenzollern qui traînait, donc oui. on s'est dit qu'il pouvait faire l'affaire. Le problème, c'est qu'un Hohenzollern, pourquoi pas en Allemagne, mais en Espagne, ce n'était pas acceptable. Ça fait ressurgir de vieux fantômes de l'époque de Louis XIV. Oui, ou même d'avant, oui, l'époque où la France était encerclée par l'Empire, les Habsbourg qui tenaient à la fois l'Empire et l'Espagne, et qui a fait subir les pires tourments à la France pendant le XVIe, XVIIe siècle, et jusqu'au début du XVIIIe. On ne reparlera pas de la défaite de Pavie et d'autres choses, mais Louis XIV avait engagé une guerre, effectivement, la guerre de succession d'Espagne, pour imposer à la tête de l'Espagne déjà un prince qui ne soit pas un prince allemand. On avait la candidature impériale avec Charles et la candidature française avec Philippe, et l'idée était que le candidat Bourbon, le candidat français, puisse prendre le trône d'Espagne pour éviter justement de garder un encerclement par les Habsbourg et par la puissance impériale. Donc une vieille querelle géopolitique avec un affrontement qui n'est pas nouveau et qui normalement aurait dû se terminer de façon totalement diplomatique. Ça se passe plutôt bien d'un point de vue de la diplomatie. Mais ça s'est terminé de façon tout à fait diplomatique. Le roi de Prusse, Guillaume, comprend très bien que les protestations de la France ne sont pas sans fondement, et dans un souci d'apaisement, il retire purement et simplement la candidature de son prince au trône d'Espagne. Fin de l'histoire ? Fin de l'histoire, donc nous avons fini l'émission. Merci, au revoir. Au revoir Cédric. C'était sans compter sur quelqu'un de particulièrement machiavélique, j'allais même presque dire diabolique, qui est le chancelier Otto von Bismarck, qui connaît remarquablement bien l'âme française. Il a été ambassadeur de France ambassadeur de France, non, ambassadeur de Prusse, pardon, en France. Il connaît très bien l'âme française et il veut une guerre. Il veut une guerre. Pourquoi ? Parce qu'il sait pertinemment que le mouvement pan-germanique, le mouvement d'unification de l'Allemagne qui a été entamé bien avant lui, on pourrait remonter à Napoléon Ier, ça commence dès le soir de la bataille d'Iéna, ce mouvement a besoin pour s'achever, pour arriver à ses fins d'une guerre. Il doit se faire par le feu et par le sang. Et d'ailleurs, c'est une citation de Bismarck, ça. Exactement. 1862, 1864, 1866, donc une série de conflits, d'abord contre le Danemark, puis contre l'Autriche, avec le triomphe de Sadowa. Bien sûr. Et pour finaliser, effectivement. Et pour finir, donc, il faut, d'une façon symbolique, battre l'ennemi français, battre l'adversaire français. Et pour avoir cette guerre, encore faut-il la déclarer. Or, Bismarck ne veut pas
passer donc il est chancelier, hein, chancelier du roi de Prusse Guillaume, il ne veut pas passer pour l'agresseur et il veut laisser ce rôle à son adversaire de demain. Donc l'issue diplomatique de la crise ne le satisfait pas et il va mettre en place ce que l'on pourrait appeler une manipulation, une fake news, je ne sais trop comment l'appeler. Toujours est-il que il profite d'un événement mais complètement anodin où l'ambassadeur de France Benedetti doit rencontrer le roi de Prusse Guillaume qui prend les eaux à Badems pour traiter d'affaires subalternes. Le roi ne peut pas le recevoir et le rendez-vous est juste décalé. Et Bismarck transmet à la presse française et internationale un texte qui va être connu sous le nom de Dépêche d'Ems. Et ce texte est parfaitement tronqué. Il dit, il dit la vérité. Le roi n'a pas pu recevoir l'ambassadeur. Mais il le dit de telle façon que, je cite, « Sa Majesté le roi a fait savoir à l'ambassadeur Benedetti par son officier de service qu'il ne pourrait pas le recevoir. » Par son officier de service, c'est une insulte faite au rang de l'ambassadeur. C'est comme si vous disiez le président de la République vient me voir, je lui ai fait savoir par mon jardinier ou par mon factotum que je ne voulais pas le recevoir. C'est une insulte. Il y a une question de préséance, une question de rang. Dès que cette dépêche est connue, diffusée par la presse française, nous sommes début juillet 1870, elle fait l'effet non pas d'une bombe, mais d'un chiffon rouge devant le taureau français. L'opinion publique s'embrase, les milieux politiques s'embrasent. Mais comment on va pas laisser cette espèce de soudard, parce que bien connu, tous les Allemands sont des soudards, cette espèce de soudard insulter de la sorte l'ambassadeur de l'empereur des Français. Ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, c'est quand même surestimer la puissance militaire française et sous-estimer la puissance prussienne et de ses alliés. Le potentiel militaire français est absolument inconnu de la part de l'opinion publique et on appellerait ça aujourd'hui du monde médiatique. Les gens qui s'engagent à dire oui, l'armée française va châtier ce Guillaume ne connaissent rien à l'état réel de l'armée française. On a une armée française qui est en pleine transition après les réformes engagées par le maréchal Niel en 1868, une armée française qui n'est pas encore en mesure de faire armes égales avec l'armée alors l'armée prussienne, pourquoi pas, mais l'armée allemande, parce que là, en l'occurrence, Bismarck profite de la guerre pour unir tous les Allemands contre un ennemi commun. Et la France, quand on parle de la guerre franco-prussienne, ce n'est pas une guerre franco-prussienne, c'est une guerre franco-allemande. La France doit faire face à des effectifs considérables. On va se battre couramment pendant la guerre à 1 contre 2, voire parfois 1 contre 3. Donc cette armée française manque d'effectifs, cette armée française est en cours de réorganisation. Malheureusement, le maréchal Niel est mort, ce qui va retarder, d'autant plus enlever l'impulsion réformatrice de cet homme-là. Donc tout le monde fait l'autruche. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'opinion publique ne soit pas au courant de degré d'avancement de la mobilisation et de la possibilité de mobilisation de force par l'armée. Mais les militaires le savent bien, et Napoléon III n'est pas un imbécile. Il se lance dans un conflit comme ça de façon totalement inconsidérée. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Les militaires le savent, mais les militaires sont, en tout cas après la mort du maréchal Niel, il est remplacé par le maréchal Leboeuf comme ministre de la guerre, ils font l'autruche prudemment. Ils préfèrent ne pas donner de mauvaises sensations à l'empereur et continuer à ronronner tout à fait tranquillement. Lorsque par exemple se voit peut-être dans le rôle de son oncle. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. L'empereur est un homme lucide. L'empereur est un homme lucide, mais c'est un homme malade et c'est un homme seul. Il a face à lui un camp de la guerre qui est extrêmement puissant, dans lequel l'impératrice joue un rôle avec ses appuis, général Cousin Montauban et d'autres personnalités. Non, l'empereur se retrouve face à une armée qui a envie d'en découdre avec les Allemands, incontestablement, qui n'est pas complètement consciente de ses faiblesses, qui pense que les forces morales permettront de l'emporter face à n'importe quelle armée au monde, et puis que de toute façon, on a l'oncle qui veille sur nous, donc le grand Napoléon qui nous a laissé un héritage considérable, donc il n'y a pas de problème, on pourra les battre. D'ailleurs, ceci étant dit, quand on prend le bilan de Napoléon III, l'armée française a battu l'armée russe, l'armée française a battu en Crimée, l'armée autrichienne en Italie, et l'armée française s'est quand même
très bien comportée d'un point de vue militaire contre la guérilla au Mexique. Donc on a une armée française qui a toutes les raisons de croire qu'elle est en mesure de tenir la dragée haute à notre adversaire. Et Napoléon est lucide. Napoléon, lui, il le sait que cette armée française n'est pas en mesure. L'anecdote des mitrailleuses de Réfi en est une bonne illustration. On invente une arme révolutionnaire, la mitrailleuse, le canon à balles, on disait à l'époque, sauf que l'armée française n'a pas de budget pour l'adopter et n'a pas forcément de penchant pour les innovations techniques. C'est pas dans la mentalité française. Et l'empereur, voyant que l'armée est incapable, va financer de sa propre poche, de sa propre cassette, la fabrication et la dotation des mitrailleuses dans l'armée française. Ils ont conscience quand même que le canon français est inférieur au canon Krupp allemand. Oui, mais on a lancé des études sur l'adoption de canons en acier, en fonte, sur l'adoption de chargement par la culasse. Mais ces études sont encore complètement embryonnaires. Elles aboutiront, pour vous donner un ordre d'idée, en 1878 avec l'adoption d'un nouveau système d'armes, avec le système de Bange. 1878, c'est-à-dire 8 ans après. Et la guerre n'a pas accéléré particulièrement les recherches. Donc oui, nous avons clairement un retard que nous sommes en train de combler, mais que nous ne parvenons pas à combler dans les temps. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc, le 19 juillet, l'Empire français déclare la guerre à la Prusse et à ses alliés. Et très vite, les choses vont très mal tourner. Alors, on va effectivement évoquer 2 batailles. La première d'entre elles, le 4 août, la bataille de Wissembourg. Lorsque la guerre commence, l'armée française se présente en guerre sans aucun plan de campagne. Absolument aucun. On ne sait pas comment on va gérer le déroulement de ce conflit. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on va masser sur les frontières du Nord-Est, pour faire simple, entre Metz, Forbach et Wissembourg, justement, un ensemble de corps d'armée commandés chacun par un maréchal ou un général extrêmement compétent, et qui font face à la frontière allemande, sachant qu'on a 2 solutions, soit subir l'attaque allemande et réagir après, une fois que l'on aura subi l'attaque, soit être les premiers à attaquer. Mais on n'arrive pas à choisir entre les deux solutions. Et si on attaque frontalement en direction de la Sarre, en direction du Rhin, qu'est-ce qu'on en fait après? On peut pas aller à Berlin. On va pas. Donc, il y a pas de plan de campagne. La mobilisation également est catastrophique. Une désorganisation totale. On a des régiments qui ont perdu leur train de combat, des hommes qui sont renvoyés au dépôt alors qu'ils devraient être sur le front. Enfin, quelque chose d'assez calamiteux. Et ça nous amène à l'Alsace. En Alsace, la frontière, l'angle nord-est de la frontière française est défendu par le premier corps étant commandé par quelqu'un que l'on connaît bien, qui est le maréchal Patrice de MacMahon. Ah. Alors Patrice de MacMahon, après avoir été gouverneur général de l'Algérie, prend un commandement important puisqu'il est carrément en première ligne face à l'Allemagne. Et c'est un grand penseur militaire qui a lu Napoléon, qui sait que Napoléon dit qu'on ne peut pas mener une campagne si on n'a pas concentré ses forces auparavant. Il faut arriver toute force concentrée. Et donc c'est la raison pour laquelle MacMahon va étaler son corps d'armée sur plusieurs sites, être complètement dissocié. Lorsque les opérations commencent, le corps d'armée de MacMahon est complètement éclaté. On a une division, la 2e division d'infanterie du général Douay, qui est à Wissembourg, donc je dirais presque en poste avancé face aux Allemands, sans savoir absolument derrière Wissembourg, il y a des hauteurs, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces hauteurs. Bon, derrière ces hauteurs, il y a juste l'armée du prince Frédéric Guillaume. Qui vont leur tomber dessus à bras consacrés. Voilà, donc on est à peu près un rapport de force de 1 contre 8, ce qui est tout à fait acceptable dans l'état actuel des choses. MacMahon se retrouve en arrière de cette division, sans exactement savoir ce que cette division peut faire, comment est-ce qu'il peut l'exploiter, est-ce qu'il peut se porter à son secours. Bref, on est dans le flou complet. Et c'est là que le 4 août, les avant-gardes de la division Douai à Wissembourg tombent sur une forte partie, en l'occurrence une armée allemande entière. Les premiers combats sont des combats de rencontre qui vont dégénérer dans une offensive générale des Allemands sur Wissembourg. La bataille, je ne pourrais pas la décrire
décrire en détail aujourd'hui, parce qu'on a d'autres sujets, mais la bataille est un sommet de tout ce que vont nous raconter les batailles suivantes de la guerre de 1870, c'est-à-dire on a une infanterie française avec un courage extraordinaire qui suscite l'admiration et la terreur d'ailleurs des troupes allemandes, les Bavarois notamment qui sont opposés à Wissembourg aux tirailleurs algériens, les fameux Turcos, hein, du 1er régiment de tirailleurs algériens. Donc un courage extraordinaire, une artillerie qui fait ce qu'elle peut, mais qui est complètement surclassée par l'artillerie Et la allemande. cavalerie aussi. Et une cavalerie qui, à Wissembourg, est relativement absente, mais qui va jouer un rôle dans la bataille suivante. Et ce qui devait arriver arriva. La bataille est une défaite totale de la 2e division française, une défaite héroïque, terriblement héroïque. Le général Douai, d'ailleurs, est tué, et Frédéric Guillaume viendra s'incliner devant sa dépouille au soir de la bataille, l'hommage du vainqueur au vaincu. Mais cette bataille est catastrophique. Et pendant ce temps-là, MacMahon ne parvient toujours pas à concentrer ses forces. Il rassemble bien, il arrive bien à récupérer quelques divisions. Il a à peu près 5 divisions, dont une provient d'un corps d'armée voisin, qu'il rassemble plus ou moins mollement dans la région de Wörth, à une vingtaine de kilomètres en arrière de Wissembourg. Wörth, théâtre de la 2e grande bataille, le 6 août. Et voilà, nous sommes le 6 août. Donc MacMahon a appris que sa 2e division avait été battue à Wissembourg. Il en recueille les débris, puisque les survivants se sont repliés sur le gros du premier corps, mais il ne s'affole pas outre mesure. Mieux, il donne l'ordre de faire les cantonnements. L'armée cantonne. On monte les faisceaux, on fait les feux. Voilà. Et au matin du 6 août, sans aucune espèce de reconnaissance de cavalerie ou d'avant-garde de cavalerie pour pouvoir savoir où sont les Allemands, tout d'un coup, on se fait tirer dessus. Ce sont les Allemands qui ne sont pas restés inactifs depuis le 4 août et arrivent en force face à l'armée de MacMahon. La bataille qui s'engage est un résumé total de toute la suite de la guerre. Les Français donc sont surpris, ont péché par insouciance, je dirais. En tout cas, MacMahon a péché par insouciance. Même pas de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'incapacité à comprendre les événements. Le combat s'engage comme à Wissembourg, comme un combat de rencontre, c'est-à-dire que les Français sont surpris et doivent réagir au pied levé, au débeauté, face à des Allemands qui les attaquent, sans aucun plan d'ensemble. Et tout de suite, la bataille prend une ampleur beaucoup plus grande que celle de Wissembourg. C'est une bataille qui s'étend sur plusieurs kilomètres du nord au sud, avec comme point d'équilibre la ville de Wörth au centre du champ de bataille. Et cette journée du 6 août, c'est un monde en soi, cette bataille, puisqu'on va voir une infanterie française qui, comme à Wissembourg, va se battre pieds et ongles. Les chasseurs à pied, les zouaves, les tirailleurs, les fantassins de ligne vont vendre très chèrement leur peau, faisant des contre-attaques pour reprendre des positions dont ils ont été chassés, supportant le feu de l'artillerie allemande qui est, là encore, extrêmement dominatrice. Et c'est une bataille qui est marquée par 2 grandes charges de cavalerie. Une première au sud du front, qui est la charge de Morsbronn, qui a été popularisée et immortalisée par un tableau célèbre, qui voit la brigade Michel et d'autres unités de cavalerie, puisqu'il n'y a pas que des cuirassiers dans cette histoire-là, dévaler une pente au travers des houblonnières pour venir essayer de repousser les Allemands qui ont pris pied dans le village de Morsbronn. Donc ils arrivent par le haut, ils descendent, et dans la rue principale de Morsbronn, les Allemands se sont retranchés. Et ce flot de cavalerie, ce flot d'hommes et de chevaux se fait mitrailler à bout portant par des soldats retranchés dans les maisons. Un autre exemple, au moment du lancement de la charge, le colonel de la Funsun de la Carre, qui commande un régiment de cuirassiers, sort son sabre et se retourne vers ses hommes. Il dit: pour l'attaque, nous allons charger. Et à ce moment-là, un boulet allemand arrive et le décapite devant ses hommes, juste au moment de partir à la charge. Ce sont des épisodes qui dépassent l'entendement. On est sur une bataille dantesque. Et à la fin, enfin quelques temps plus tard, à l'autre côté du champ de bataille, dans la région de Froschwiller, c'est les cavaliers du général de Bonnemain qui vont à leur tour charger dans les mêmes conditions, les houblonnières, des Allemands retranchés, des Allemands qui ne cèdent pas et des Allemands qui fusillent à bout portant les cavaliers. C'est une bataille dantesque dont
l'issue aurait pu être encore plus grave si les Français, si le soldat, le combattant français, les officiers français sur le terrain n'avaient pas fait preuve d'un héroïsme dépassant toute considération et n'avaient pas été capables finalement de se replier en bon ordre. Mmh. On a juste échappé au pire. Envoyé au casse-pipe, mais sans aucun plan d'ensemble, mais Voilà. ce qui n'est pas sans rappeler d'autres batailles du futur. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Troisième et dernière étape, après ces 2 premiers désastres majeurs pour l'armée française, profitant de leur avantage numérique et de leur victoire, les Allemands s'avancent vers la plus grande ville de la région, Strasbourg. Nous sommes le 12 août. Oui, donc après le 6 août, sachant que le 6 août, l'armée française a perdu d'autres batailles ce même jour, donc en fait, dans la région de Metz, en Lorraine cette fois-ci, MacMahon va entamer un vaste mouvement de repli en direction non pas du théâtre des opérations, mais du camp de Châlons, à côté de Châlons en Champagne, l'actuel camp de Mourmelon. Et comme MacMahon s'est quand même brillamment comporté, on peut le dire, avec ces 2 défaites consécutives, on lui donne le commandement d'une armée nouvelle qui va être levée, qui va être mise sur pied pour s'impliquer dans le conflit. Donc il part vers le camp de Châlons. Et un appel d'air, l'armée allemande ayant battu les Français va avancer en territoire français dans 2 directions différentes. La première direction, c'est vers l'ouest, en direction de Metz. Il subira bientôt avec Bazaine, etc. Voilà, un sort peu enviable. Et la deuxième direction, c'est vers le sud, puisque l'idée est d'occuper le plus vite possible la plaine d'Alsace et notamment le cours du Rhin, de manière à que le Rhin ne soit plus une frontière derrière laquelle les Français puissent s'abriter, se retrancher. Donc c'est le général von Werder qui reçoit de Frédéric Guillaume la charge de cette opération. Il va à marche forcée descendre en direction de Strasbourg et dès le 12 août, enfin le 13 août, la ville est intégralement assiégée. Commence alors un épisode qui est une fois encore un témoignage d'une résistance héroïque, d'une résistance jusqu'au boutiste des Français, mais d'une résistance qui se heurte aux faits. Oui, voilà, aux faits. Alors le siège de Strasbourg est mené par Strasbourg est défendu par le général Ulrich, qui est un vieux de la vieille. Qui est un vieux général, qui est vieux mais dynamique. Hein. Il dispose d'à peu près 15, 17, entre 15 et 20 000 hommes, suivant les troupes que l'on peut lui prêter, entre les troupes régulières et non. Donc il organise la résistance. Face à lui, donc, il a une supériorité numérique écrasante pour von Werder, qui a une quarantaine de milliers d'hommes, et surtout qui va mettre en œuvre une artillerie terriblement puissante. Et c'est là peut-être la nouveauté de la guerre de 70, c'est la puissance de feu avec un décalage énorme en faveur de l'Allemagne. Oui, alors c'est une puissance de feu. Il y a 2 puissances de feu différentes. Je ne veux pas être trop technique, mais il y a 2 puissances de feu. La première puissance de feu, c'est la puissance de l'artillerie de campagne. Donc c'est celle qui a été utilisée par les Allemands à Wissembourg ou à Wörth, par exemple. Des canons qui suivent les armées et qui participent à la bataille en temps réel dans la bataille. Cette artillerie de campagne mobile, l'artillerie allemande a une puissance de feu nettement supérieure à l'artillerie française, parce que comme on recharge les canons par la culasse et non plus par la bouche, et que les canons sont faits désormais en acier, les projectiles vont plus loin et on tire le tir est beaucoup plus rapide. Des cadences beaucoup plus fortes. Cadence de tir beaucoup plus intense. Donc là, la supériorité est totale. Et pour ce qui concerne Strasbourg, on a une autre artillerie, une autre puissance de feu qui entre en jeu, c'est l'artillerie de siège. Et l'artillerie de siège allemande, donc une artillerie à gros calibre qui tire avec des obusiers, qui tire vers le haut en cloche et qui retombe verticalement sur les objectifs. Là encore, l'Allemagne a pris une avance considérable sur l'ensemble des armées européennes avec une artillerie lourde qui est particulièrement destructrice et à laquelle les Français n'ont pas grand-chose à opposer. Et cette artillerie lourde va être utilisée de la façon la plus brutale pendant le siège de Strasbourg, avec des destructions épouvantables. Qui visent les sites militaires, mais aussi les civils. Il n'y a pas de distinction. Les civils, les militaires, et la violence de ces bombardements et la puissance de l'artillerie allemande vont être tellement marquants qu'ils vont faire l'objet d'une série de photos. Les observateurs vont photographier ces ruines. On n'avait jamais vu des dégâts pareils.
Et ça annonce bien sûr ça annonce, voilà, ça, tout le XXe siècle. Ça annonce la suite. Donc, le 11 septembre, on sent que les carottes sont cuites, excusez-moi l'expression. D'autant plus qu'il y a eu la défaite de Sedan. Alors, entre-temps, l'armée impériale a été battue à Sedan, la République a été proclamée. La résistance est inutile. Et la résistance, finalement, oui, alors c'est pour la gloire, c'est pour l'honneur, c'est pour sauver les drapeaux, que sais-je, mais elle n'est plus d'actualité. Donc, une délégation suisse vient négocier l'évacuation des populations les plus faibles, les plus vulnérables de Strasbourg. Le général Ulrich se voit proposer de capituler. Il refuse. Il dit non, tant que je peux tenir Strasbourg, je tiens Strasbourg. Mais les faits, une fois encore, sont têtus. Et le 19, lorsqu'il apprend qu'aucune armée française n'est en mesure de venir lui porter secours, il a vraiment compris que sa situation était désespérée. Les vivres s'épuisent, les munitions s'épuisent, les hommes eux aussi commencent à fatiguer. Et donc, il va donner l'ordre de cesser le combat. Et donc, dans la région, il ne reste qu'un point qui résistera plus longtemps. C'est le point de Belfort. Mais la différence entre Belfort et Strasbourg, c'est que lorsque Denfert Rochereau organise le siège, subit le siège de Belfort, il sait plus ou moins, parce que ça fait partie des plans de la défense nationale, qu'une armée est en constitution pour venir lui porter secours. Ça sera l'armée Bourbaki, l'armée de l'Est. Donc c'est complètement différent. Ulrich, il est complètement isolé. Ulrich n'a aucun moyen de sortir, de briser l'encerclement. Denfert Rochereau espère et espérera jusqu'à la fin, jusqu'à la cessation des combats. Je dirais même pas l'armistice, puisque le siège de Belfort va se poursuivre après l'armistice. Donc jusqu'après l'armistice, va espérer, après, à partir du 1er février et de l'internement de l'armée française en Suisse, ça sera une autre histoire. Mais ça scelle le sort différent de Strasbourg et de l'Alsace qui vont donc passer sous contrôle allemand via le traité de Francfort et le sort de Belfort, effectivement, qui est à part. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette guerre de 1870 est perdue en 2 jours. Wissembourg, Wörth, et si à Wörth vous ajoutez les autres batailles du 6 août, à partir de ce moment-là, l'armée française s'est mise dans une situation qui est absolument indéfendable. Comme 1940, pour l'interrogation ? Non, c'est plus complexe, 1940. Oui, en 1940, il y a des erreurs qui sont commises, il y a des choix qui sont faits, mais l'armée française dispose d'une doctrine, chose qu'elle n'a pas en 1870. L'armée française dispose de plans de campagne, a fait une mobilisation parfaite en 1939. La mobilisation de 39 est très bonne. On est non, 1870, c'est la guerre de l'improvisation, la guerre des illusions, la guerre où on s'imagine encore qu'une charge de cavalerie va briser une infanterie avec des fusils à tir rapide. Voilà, on est dans cette logique-là. C'est l'effondrement du rêve napoléonien. Et pour récompenser tout ça, bien sûr, MacMahon sera élu président de la République. Il n'y a pas de raison quand même. Il n'y a pas de raison. Et donc, c'est ainsi que se finit cette campagne terrible qui va marquer effectivement l'histoire de l'Alsace. Et vous retrouverez cette histoire des batailles de Wissembourg, Wörth et la chute de Strasbourg dans Grande Date d'Alsace que vous pouvez retrouver dans tous vos points presse et dans toutes les librairies. Merci Eric. Merci Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.